Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Businesswoman. Changer de vie pour entreprendre et aspirer à un mieux-être général, c'est la thématique de cette émission et c'est dans l'air du temps aussi. Mais que cela implique-t-il? Est-ce accessible à tous? Pour répondre à ces questions, j'accueille avec grand plaisir sur ce plateau Sophie Gineste, créatrice de Décors et âmes, une entreprise d'agencement et de décoration d'intérieur à Montpellier. Bonjour Sophie. Bonjour. Nous avons également Devaki Sivadasan, fondatrice et dirigeante de Mama Spice, une entreprise qui crée des mélanges d'épices. Bonjour Devaki. Bonjour. Et nous avons Hortense Sauvard, fondatrice et dirigeante de We Are Makers, une plateforme collaborative de do it yourself, littéralement des choses que l'on crée de ses propres mains. Bonjour Hortense. Bonjour Yann. Donc nous avons 3 parcours et 3 domaines d'activité très différents. Il y a beaucoup à dire et à apprendre sur ces femmes, comme à chaque fois forcément. Et en fin d'émission, nous accueillerons aussi la journaliste Mathilde Degors pour une chronique sur la levée de fonds et tout ce qui est financier. Donc comme je le disais en introduction, changer de vie pour entreprendre, c'est dans l'air du temps. Et d'ailleurs aujourd'hui, on ambitionne non plus de réussir dans la vie, mais justement de réussir sa vie. Il y a un côté plus personnel. Et pour chacune d'entre vous, c'est passé par la création d'une ou plusieurs boîtes. Est-ce que vous avez toujours eu cette envie d'entreprendre? Sophie, je crois que oui. En ce qui me concerne, oui. Je pense que la création d'entreprise, pour moi, est un héritage. Avec un père entrepreneur, une mère un petit peu artiste, je pense avoir hérité des deux. Voilà. Hortense, pour vous? Moi, je pense que à chaque fois que j'ai été salariée ou aujourd'hui entrepreneur, j'ai toujours eu envie de porter des projets un peu plus loin que ce qui était peut-être défini dans le champ initial. Donc oui, je pense que c'est une manière de vivre son engagement professionnel. Je l'ai toujours eu au fond de moi et effectivement, le fait d'être un jour entrepreneur, ça donne peut-être plus de liberté, mais c'est quelque chose qui était déjà au fond de moi. Et vous, Devaki, depuis votre Inde natale, et vous qui avez beaucoup bougé pendant votre adolescence, jeunesse? Je pense que c'est quelque chose qui est un peu inné en moi, de toujours vouloir créer et vouloir produire quelque chose que je fabrique. Et vous, Sophie, alors justement, votre expérience professionnelle, elle a été très riche. Vous avez commencé par lancer une société dans l'encadrement de tableaux. Vous avez ensuite une deuxième société. Et puis ensuite, vous avez quitté ces sociétés pour travailler dans la fonction publique. Un choix personnel qui n'a pas forcément été motivé par des raisons passionnante, on va dire. Ça a duré 11 ans quand même, la fonction publique. Mais j'ai l'impression quand même que ces 11 ans n'ont pas été si faciles et que vous rêviez que d'une chose, c'était de pouvoir recréer une nouvelle boîte. Je ne rêvais que d'une chose, c'était d'en partir, pour être clair. Ayant été entrepreneur par le passé, c'était une situation complètement difficile, sans liberté, sans pouvoir s'exprimer, sans créativité, donc qui ne me convenait absolument pas. Voilà, tout simplement. Je me suis laissé un certain temps, le temps d'élever mon enfant et d'avoir la disponibilité nécessaire, puisque ce que je fais aujourd'hui me demande énormément de temps. Je travaille en journée, je travaille le soir chez des clients, donc pour ça, il faut être, totalement disponible. Comment vous avez tenu 11 ans? En ayant des projets, des envies, et puis il y a le travail, il y a l'alimentaire, et puis il y a ce que l'on peut faire à côté aussi. Et ce que je fais aujourd'hui, je le faisais, j'allais dire, un peu en off avec mon travail, en le faisant pour des amis, pour des particuliers, jusqu'au jour où on m'a vraiment poussé à le faire. Voilà. Finalement, ça ne vous a jamais quitté, mais aujourd'hui, voilà, vous avez Décors et âmes, votre entreprise de nouveau que vous avez fondée il y a à peu près 7 ou 8 ans. Oui, un peu c'est ça. Plus même, oui. C'est ce qui vous a toujours passionné, la décoration d'intérieur? La décoration d'intérieur, non, c'est pas ce qui m'a toujours passionnée. Je pense que ce qui m'a toujours passionnée, c'est le goût pour l'esthétisme, le beau, l'harmonie des couleurs. Et tout ça, forcément, est lié avec la décoration d'intérieur. Voilà. Et vous aussi, vous avez un côté très manuel, Hortense. We Are Makers, forcément, on parle de do it yourself. Pourquoi est-ce que vous avez tout quitté, et notamment un CDI?
Ce qui peut faire peur à beaucoup de femmes. Alors, non, mais clairement, moi, depuis que je suis toute petite, j'adore fabriquer plein de choses. Pour moi, j'étais très connectée, mon cerveau était très connecté à mes mains. Et c'est vrai qu'avec la vie professionnelle, des études assez généralistes, je m'en étais éloignée. Cette connexion cerveau-main, elle était coupée. Et avec la maturité, avec la confiance que j'ai pu développer au cours de ma vie professionnelle, et je ne regrette pas du tout tous les mentors, hommes et femmes que j'ai pu rencontrer dans cette vie professionnelle en entreprise, ça m'a donné envie d'utiliser cette passion historique en moi pour justement essayer d'avoir un impact positif sur notre environnement, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, en fabriquant, en réparant, en inventant des objets qui sont utiles, on peut avoir un impact positif pour notre magnifique planète et aussi pour ce qu'on partage au niveau de la société. Et c'est ce qui m'a donné envie de fonder We Are Makers. Et donc, qu'est-ce que c'est We Are Makers? Et donc, We Are Makers, en fait, c'est une plateforme accessible à tout le monde, donc sur wearemakers.com, sur laquelle chacun peut venir montrer ce qu'il a fabriqué, réparé, personnalisé. Donc, il y a une dimension manuelle très forte à chaque fois. Et chacun vient montrer ce qu'il a fait et expliquer aux autres comment le faire. Donc, on s'appuie sur les talents, les savoir-faire, techniques ou créatifs de chacun, pour justement pouvoir montrer au plus grand nombre que c'est possible. On peut fabriquer un objet connecté pour chez soi, on peut réparer une lampe qui est cassée, on peut réparer ou personnaliser un fauteuil qu'on a hérité de son grand-père ou de sa grand-mère. Je reviens une minute sur vous, Sophie, pour nous présenter un peu votre société qui peut intéresser beaucoup de gens qui nous regardent. Oui, surtout que la décoration d'intérieur est très à la mode. Mon entreprise, je propose diverses prestations, essentiellement du conseil, du conseil aux particuliers en entreprise. Ce sont des conseils, des rendez-vous oraux où je donne mes idées en ce qui concerne l'aménagement, la décoration, voilà, ce genre de choses. Je propose, comme font tous les décorateurs et tous les architectes d'intérieur, des projets 3D, etc. et puis du suivi de chantier. Ce qui est passionnant dans ce métier, c'est le côté, la proximité qu'il y a avec l'individu, le particulier. Et puis des personnes qui nous font forcément confiance puisqu'on rentre dans leur intimité. Et ça, c'est très chouette. On va rentrer un tout petit peu dans l'intimité de Devaki parce que vous avez un parcours quand même qui est incroyable, il faut le dire, et qui peut motiver beaucoup de femmes. En 2000, vous avez abandonné votre Inde natale, votre mari, votre famille pour venir vous installer avec votre fils qui était tout jeune. Qu'est-ce que vous avez fui en Inde alors? Mon histoire, c'est assez personnel, mais mon histoire, il est assez banal aussi pour une femme indienne. Et j'ai un parcours qui est complètement atypique. Je me suis enfuie de l'Inde avec mon petit garçon qui avait 3 ans et demi à l'époque pour venir ici à Marseille, dans le sud de la France, refaire ma vie, reprendre mes études. Et j'ai commencé de rien du tout. Pourquoi vous êtes partie de l'Inde? Quand on est plus mariée, le statut d'une femme en Inde, je ne voulais pas être moins que rien. Je voulais retrouver une vie avec dignité, retrouver mon indépendance et retrouver surtout une indépendance financière. Et pour moi, le voie pour y atteindre, c'était de reprendre mes études. Et quel était le but de ces études alors? Je me dis, bon, ok, maintenant j'ai fini mes études, j'ai pas En école de commerce? En école de commerce, à l'Euromed, ça s'appelait à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Kedge Business School. Je me dis, je vais quand même travailler. Qu'est-ce que c'est ce monde de corporate où j'ai passé 15 années. C'était ce que vous étiez venu chercher, ce monde corporate? Pas du tout. J'avais des rêves j'ai fait un bac plus 3 en Sciences Po économie statistique et je voulais rentrer dans les Nations Unies. Mais la vie, elle a décidé autrement et le plus rapide moyen d'atteindre cette liberté, indépendance et une vie qui est à moi et que je puisse élever mon fils, c'était celui qui m'amenait le plus facilement à un travail. D'accord, donc au début vous avez fait aussi plus des travaux alimentaires pour... Au début, oui. Et ensuite vous avez lancé au bout de 15 ans
au bout de 15 en ans. France, Mama Spice. Exactement. J'ai voulu rendre hommage à mon pays d'origine, l'Inde, et mon patrie d'adoption, Marseille. Donc Mama Spice, c'est des mélanges d'épices provençales et indiennes. Je fais Une l'union idée originale. de deux cultures gastronomiques complètement opposées. Et l'année prochaine, bientôt, je vais lancer le concept de lunchbox. Ce sont des repas à importer dans des lunchbox qu'on va vous livrer à Marseille et on récupère. Parce que la démarche Mama Spice, c'est aussi réduire les gaspillages alimentaires et tout ce que nous, on peut faire pour réduire les déchets emballages. On amène tout le monde dans cette démarche-là. Il faut venir à Paris aussi. Il n'y a pas que les Marseillais qui ont le droit d'avoir ça. En fait, vous avez un lien toutes les deux. C'est une très bonne démarche. Et d'ailleurs, on a l'impression quand même, avec votre parcours, vous êtes arrivé en France avec une valise, ce que vous me racontiez, avec des épices dedans et des lunchbox. Et aujourd'hui, vous avez fondé une société autour de ça. C'est quand même magique. Et puis, vous ne faites pas que vendre vos épices en ligne. Vous donnez aussi des cours. Vous avez fait des cours de cuisine. des boutiques éphémères. Et aujourd'hui, justement, il y a un livre qui sort Absolument. et dans lequel vous figurez. C'est une réalisatrice Vera Alfredian. voilà, qui a réalisé ce livre d'interviews de chefs, de femmes cuisinières dans le monde entier. Et donc, elle s'est arrêtée notamment à Marseille. Elle a rencontré Devaki et des amis de Devaki qui travaillent également dans ce monde culinaire. Donc voilà, on peut la retrouver ici. Encore avec un grand sourire, c'est fantastique. Et vous pouvez retrouver également donc, une recette réalisée par Devaki, les poissons à la Mama Spice. Donc c'est ça que vous proposez aussi sur votre site Je propose des recettes pour aider les gens à mieux appréhender mes mélanges d'épices. Et une fois que je les mets un peu sur le rail, après c'est waouh. Et c'est super. Alors moi j'ai une question qui m'intrigue. Est-ce que devenir entrepreneur, c'est quelque chose qu'on a toujours en soi, comme ça a été le cas pour vous, c'est inné, ou est-ce que ça peut venir comme ça du jour au lendemain? Est-ce que c'est accessible à tous, Hortense? Moi, je pense que les faits nous montrent qu'aujourd'hui, il y a 150 000 manières d'aller vers un alignement entre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire et comment on peut le réaliser. À chacun de trouver sa manière de s'aligner. Pour moi, l'entrepreneuriat a été effectivement une manière de mieux m'aligner entre ce que je sais faire, ce que j'aime faire et ce pourquoi j'ai envie d'avoir un impact dans la société, pour l'environnement, pour le partage entre les gens. Mais en fait, c'est bien sûr qu'il y a des ruptures dans le parcours parce qu'il y a des moments où il faut faire des virages de manière forte. Et quel a été le vôtre alors? Moi, le virage fort, c'est à un moment de me dire, il y a un jour dans ma vie, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, j'avais une vraie passion manuelle. Les 12 années de vie professionnelle et 5 de formation qui m'en séparent m'ont effectivement un petit peu éloignée de tout ça. Mais il y a 3 ans, j'étais convaincue que encourager les gens à faire manuellement, à réparer, etc., j'étais convaincue qu'en fait, ça pouvait résoudre des problèmes de notre société aujourd'hui. Comme tu disais, arrêter d'utiliser des objets sans savoir ce qu'ils vont devenir, avoir un impact positif sur nos ressources, etc. Et donc, voilà, moi, je suis persuadée que ça peut nous permettre d'avoir un impact positif et j'avais envie de me mettre en mouvement au service, tu vois, un peu de cette cause, quoi. Mais quel a été le déclic? Le déclic, c'est cette prise de conscience que j'étais sans doute capable de le faire et qu'il y avait une urgence à le faire. Parce que tu travaillais dans le marketing à ce moment-là? Oui, rien à voir. Enfin, moi, j'étais vraiment marketing, commercial. Alors, je travaillais déjà quand même dans une entreprise pour laquelle on aidait des gens à vendre leurs créations. Donc, j'avais quand même déjà fait un virage pour aller vers une entreprise qui était au service de cette idée. Créativité. Mais j'avais envie d'aller plus loin, effectivement, définir vraiment le projet moi-même avec mes associés et aujourd'hui avec l'équipe. C'est une manière de co-construire ensemble un impact et une expérience créative et manuelle démocratisée, quoi.
Vous avez chacune des parcours extraordinaires avec plusieurs activités au sein de votre société. Parce que Hortense, vous aussi, vous menez des conférences. Vous parliez de votre enfance. Quand vous aviez 10 ans, vous avez fait notamment une de ces conférences en prenant un angle, en interpellant les gens. Enfin, je trouve ça formidable. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu maintenant de la transition, comment elle s'est faite à partir du moment où vous avez décidé de quitter l'univers du marketing? Hortense. Alors moi, clairement, je ne suis pas une solitaire. Donc pour moi, la transition, c'était de me dire, OK, comment je définis la vision de ce projet, où je veux aller, et ensuite, comment je veux y aller. Et le premier point vraiment important pour moi, c'était de bien s'entourer. Au début, quand on entreprend, on est seul avec sa vision, avec ses convictions, avec voilà, son énergie. C'est génial, il faut pas le perdre parce que voilà, on va être un peu au début seul à défendre sa vision. Mais très rapidement, moi j'ai voulu m'entourer, donc j'ai rejoint et j'ai eu la chance d'être accueillie voilà, en tant que lauréate au sein du réseau Entreprendre Paris. J'ai rejoint également Paris Pionnière, qui est devenu aujourd'hui Willa. Voilà, j'ai rejoint comme ça des réseaux qui me parlaient en termes de valeurs, en termes d'apprentissage permanent, parce que quand on entreprend, on n'a pas du tout toutes les compétences. Il y a des choses qu'on sait faire, mais il y a des choses qu'on ne sait pas du tout faire. C'est important, même si on n'a pas d'équipe au début et pas forcément d'associés, c'est important de bien s'entourer. Pour moi, c'est comme ça que la transition s'est faite. Voilà. Et pour vous, Devaki aussi, je crois que ça a été essentiel de vous entourer, notamment de femmes. Totalement. Dans mon parcours, retrouver le sens de pourquoi je fais ce que je fais et de dire, OK, Mama Spice, les mélanges d'épices, bien manger, comment est-ce que je vais y arriver à les mettre en musique en étant le seul personne derrière. Je rejoins complètement ce qu'elle dit, Hortense, c'est il faut bien s'entourer, mais savoir avec qui on s'entoure aussi. Et moi, j'ai eu la chance d'être intégrée dans le Business Nursery de Kedge Business School et qui m'a permis aussi de mieux appréhender cette phase d'accélération, de amener cette idée de créer mes mélanges d'épices. Moi, je suis partie en live tester directement avec mes clients. J'ai fait des boutiques éphémères. Et même avec vos amis avant ça, en fait, pendant 15 ans, avant de lancer J'ai fait Mama des dîners, Spice. des repas à la maison. Je dis, quand je dis bien entourée avec les bonnes personnes, c'est pas des gens qui vont toujours me dire oui, c'est très bien ton idée, vas-y fonce. Donc les gens que j'ai fait à manger avec mes mélanges d'épices, c'était pour savoir... Il y avait un regard critique. Exactement. Et qui n'hésiteront pas à me dire, Devaki, là, tu déconnes. Et pour vous, Sophie, alors comment s'est fait la transition entre la fonction publique, quand vous l'avez annoncé, et le lancement de Décors et âmes? Alors la transition, je l'avais déjà pensée depuis un certain temps. Forcément, en 11 ans, on a le temps. Puisque en 11 ans, quand on n'est pas à sa place, on cogite à ce que l'on a envie de faire, à ce que l'on peut faire, etc. Donc je l'ai pensé bien en amont. C'était l'envie qui m'a motivée de toute façon. Et puis comme j'avais déjà été entrepreneur par le passé, ça me semblait difficile, voire impossible de rester à la place à laquelle j'étais. Voilà, c'était pas possible. Par contre, moi, le début, j'allais dire, a été un petit peu difficile dans la mesure où je n'ai pas été entourée. Je ne me suis pas fait aider, je ne sais pas. Je suis restée sur mon idée de départ d'ancien chef d'entreprise, où je me suis un petit peu trompée. Je pense c'est que quand on est encadreur artisan, on a un magasin, on a pignon sur rue. Avoir une entreprise, être en profession libérale, ça veut dire qu'on est vu de personne. Comme c'est le cas aujourd'hui avec Décors et âmes. Exactement. Donc ça veut dire que derrière, il y a un travail qui est énorme. De sites internet, de réseaux, et voilà. Et donc ça a pris pas mal de temps. Et le déclic alors, qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 11 ans, c'était l'année de trop? Qu'est-ce qui a fait que cette année-là C'était l'année de trop, c'était mon fils qui allait être majeur, j'allais dire un petit peu un âge symbolique, où je me sentais à nouveau libre. Voilà, c'était le moment de foncer, c'était le moment d'entreprendre. Parce qu'entreprendre en étant maman, c'est pas toujours évident. Pas du tout. Devaki, vous l'avez fait, comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu la chance parce que mon fils, il a grandi. Je me suis dit,
c'est maintenant qu'il faut faire. On n'a qu'une seule vie. Quel âge il avait votre fils quand vous vous êtes lancé? Je crois qu'il avait 20 ans. 20 ans et 18 ans pour vous, Oui, Sophie. c'est ça, Donc c'est vous ça. avez un peu les mêmes parcours. Oui. Vous avez attendu quand même qu'il mûrisse. Oui, Hortense? Bah non, moi j'ai Vous, pas non. attendu qu'ils soient majeurs et vaccinés. Je leur ai dit les vaccins, on va les fabriquer ensemble. En do it yourself. Non, bah non, moi les enfants sont petits. Les enfants sont petits. Et ça se passe comment? Ils avaient 3 et 5 ans quand j'ai lancé We Are Makers. Je pense que peu importe, la question c'est est-ce que nous on sent que c'est le bon moment? Est-ce qu'on sent qu'on a l'énergie suffisante pour y aller et qu'effectivement on est bien entouré professionnellement mais aussi personnellement? Tu faisais référence à tes amis. Moi c'est vrai que je dois beaucoup à ma famille, à mes proches aussi, à mon conjoint qui m'ont fait confiance alors qu'au début quand je parlais de We Are Makers, on me regardait quand même avec des grands yeux en mode mais c'est qui sont les makers? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, voilà, et je trouve que c'est important d'avoir ce petit cercle de confiance, peu importe que les enfants soient 6 mois, 12 mois, 18 ans, ce qui compte c'est que pour soi ça soit le bon moment. Mais alors justement, à 31 ans, vous avez eu la possibilité, enfin en tout cas vous êtes remise en question sur le fait de vous lancer à ce moment-là, Hortense, dans l'entrepreneuriat et vous n'avez pas fait ce choix-là. Pourquoi ? Parce que c'était sans doute pas encore le bon moment. Donc effectivement, moi j'ai eu une période de transition, donc j'ai bossé pendant 8 ans dans une grande entreprise où je me suis formée, j'ai appris plein de choses. Ensuite, effectivement, je sentais que j'avais vraiment envie d'entreprendre dans ce domaine de la créativité manuelle. Et donc avant de monter ma propre entreprise, effectivement, j'ai eu une période intermédiaire qui a été très enrichissante parce que j'ai appris à fonctionner en mode start-up. J'ai vu comment on fonctionnait quand on n'était pas assez nombreux en termes de ressources pour quand même défendre C'était un projet pas le bon qui moment. voulait avoir un bon impact. Je pense qu'il y a des gens qui sont... Alors j'ai entendu une expression hyper intéressante l'autre jour qui disait il y a des gens qui sont des jumpers. Et puis il y a des gens qui sont des bridgers, je crois que c'est ça. Donc il y a des gens qui ont besoin de faire des grands écarts et ensuite ce qui les éclate, c'est justement d'avoir réussi à faire ce grand écart incroyable. Et puis il y en a d'autres qui au contraire sont plutôt dans les petits pas, dans la brique après brique. Voilà, moi je suis plus dans les petits pas, brique après brique. J'ai cherché à me rapprocher de l'essentiel de mon point de vue. Et pendant votre transition, est-ce que vous avez conservé votre poste pour aider l'entreprise à démarrer? Sophie, pour vous, ça se passait comment? Effectivement, ça a été très court, pendant 6 mois à peu près. J'ai gardé mon poste. Vous avez demandé une adaptation du temps de travail, un temps partiel ou... Pas du tout, pas du tout. J'ai beaucoup travaillé chez moi par ailleurs. Voilà, c'est ça. Il y avait déjà 2 métiers un petit peu parallèles. Et puis après, j'ai fait le grand saut. Moi, je suis plutôt jumper. Voilà. Donc j'ai fait le grand saut et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et voilà. Et j'ai entendu beaucoup, mais tu es folle de quitter la fonction publique. Voilà. Mais je ne regrette ça se passe bien et vous regrettez Je pas. ne regrette rien. Je ne regrette rien, évidemment. Et vous, Devaki, la transition La transition, pour moi, moi j'ai eu la possibilité de prendre un plan de départ volontaire de mon entreprise avec un accompagnement pour une reconversion professionnelle. Moi, je suis plus un bridger, même si je fais le grand écart entre le monde dans CDI avec un salaire qui tombe tous les mois à un domaine qui est j'ai eu les mêmes réactions, mais pourquoi tu quittes un CDI? Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça et c'est tout à fait honorable et respectable aussi, mais de faire ce choix avec la possibilité de dire comment est-ce que je vais pas à pas atteindre mon objectif de me lancer. Et vous avez eu le regard de votre entourage? Vous avez eu aussi des doutes, des peurs quand vous vous êtes lancée? C'était surtout moi dans ma tête, mais des gens qui m'ont dit « mais Devaki, on sait comment tu fonctionnes, tu vas y arriver. Nous, on n'a aucun doute que tu vas y arriver. » Et moi, j'avais ma tête qui était pleine de doutes. Et avec le recul aujourd'hui, même quand on a des doutes, on a des peurs et qu'on se bride nous-mêmes, c'est pas grave. C'est pas grave si on échoue, c'est pas grave si on tombe. Comme des bébés, on se relève, on remarche et on se remet en route.
Vous n'aviez pas eu ce regard, vous disiez Sophie, de votre entourage sur le lancement. Vous avez quand même eu des gens qui vous ont dit apparemment que vous étiez folle, je reprends vos termes. Oui. Et vous aviez peur, vous, ou vu que vous aviez justement cette expérience d'autres créations d'entreprises, vous étiez plutôt confiante, tête baissée? Oui, j'étais tout à fait confiante. J'étais tout à fait confiante. À partir du moment où on a des envies, où on sait où on a envie d'aller, où on est un petit peu consciente quand même qu'être chef d'entreprise nécessite un certain nombre de compétences, dont la rigueur, enfin des tas de choses, et qu'on se connaît soi-même, moi, je pense qu'il faut y aller, oui, tout simplement. Est-ce que cette envie forte vraiment de s'épanouir finalement professionnellement, c'est pas propre aux femmes particulièrement? Ne pas avoir peur de franchir le pas, même si derrière il y a des difficultés. Hortense, vous en pensez quoi? Non, moi je pense pas. Je pense que chaque individu va vers ce qui lui convient, homme ou femme. Je pense que, moi je suis d'ailleurs beaucoup plus entourée d'hommes entrepreneurs parce que malheureusement aujourd'hui dans l'univers des startups, il y a quand même que 20% de fondatrices femmes dans les équipes qui font des startups. Donc tout ça est lié à nos propres stéréotypes. On en voit plus nos petits garçons que nos petites filles faire des études d'ingénieur. Donc moi j'ai envie de dire, il y a un moment, il faut briser les stéréotypes éducatifs, générationnels, de genre que nous pouvons nous-mêmes, en tant que parents, relayer, parce qu'on en est façonné. Enfin, c'est ça qui est dangereux avec les préjugés. Non, moi, je pense que l'entrepreneuriat, ça peut être aussi l'intrapreneuriat. C'est une manière de s'aligner avec ses passions, ses envies et ses convictions. Donc, homme ou femme, voilà, peu importe. Oui, Sophie? Oui, je pense aussi que ce n'est pas une question d'homme ou de femme, je ne pense pas. Mais il y a quand même peut-être des freins que vous avez rencontrés, des avec qui je crois que ça n'a pas forcément toujours été facile, l'image de la femme entrepreneur quand vous vous êtes lancée. Parce qu'on ne veut pas ces stéréotypes, mais malgré tout, on est quand même confronté à des actes. Je suis dans un domaine, gastronomie, qui est très masculin. Donc, au départ, quand je suis arrivée avec mes petits pots de mélange d'épices, les gens ils me regardaient, mais d'où... Ok, encore une qui veut me vendre son truc. Et la première fois, je prends l'exemple de Ludovic Turac, qui a son restaurant Une Table Sud à Marseille. Je parle beaucoup de Marseille parce que j'habite à Marseille. Bah oui. Je suis une Marseillaise d'adoption. Et il n'y a pas de souci, vous ramenez avec votre sourire en plus tout le soleil marseillais, alors c'est génial. Et la première chose qu'il a fait quand il a ouvert mon pot d'épices, il les a sentis et il fait « Mais tu sors d'où ?» Et j'étais très fière et je dis « Ça fait tout juste 3 mois depuis que j'ai commencé ma Spice. » Ah, c'est pour ça que je n'ai pas entendu parler de toi. Donc avec lui, ça s'est bien passé? Oui, mais j'ai aussi choisi mes clients. J'ai choisi avec qui ressemblait avec les valeurs, les éthiques que je voulais transmettre via Mama Spice et de dire si je voudrais l'amener où je voudrais l'amener, c'est de m'entourer avec beaucoup de positifs. Ouais. Et par rapport à ce que tu dis sur qu'est-ce qui change peut-être quand on est une femme, je suis d'accord, peut-être que naturellement on se met plus de freins, on a peut-être plus de craintes, mais alors surtout, ne relayons pas ces craintes et ces freins que une société, un regard ou un environnement pourrait nous donner. Typiquement, moi, quand j'ai créé We Are Makers, donc j'avais des enfants petits qui avaient 3 ans et 5 ans, clairement, le regard sur moi, c'était « Ah, tu quittes ton job parce que tu es directrice marketing, c'est trop de boulot, tu bosses trop, donc tu as envie d'être une mompreneur, tu as envie de bosser moins, de profiter de tes enfants et tout. Mais c'est tout le contraire, j'ai bossé 3 fois plus et aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver, d'une certaine manière, mais j'ai jamais rien eu à prouver, je m'en fiche du regard des autres. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a un regard qui n'est pas du tout celui en fait, qui correspond au projet, à l'ambition et à la vision qu'on veut porter. On se pose beaucoup plus en tant que femme la question, on a besoin d'être préparé d'abord. Et ça revient aussi l'éducation de nous en tant que jeune fille, petite fille, quand on grandit. Il y a une phrase que j'ai lue, quand il y a votre fille qui s'affirme et qui se positionne, ne lui dis pas de taire,
vous lui dites qu'elle a des leadership skills. Ce sont tous des soft skills aujourd'hui qu'on n'apprend pas dans les écoles. Et quand on entreprend, peu importe que ce soit monter une toute petite projet associatif ou quelque chose qui vous plaît dans votre hobby, ou que vous voulez juste faire entre copains, ou vraiment créer votre boîte, allez-y. Mais justement, vous parlez d'association. Sophie a lancé cet été 2018 une association, les Actifs du PIC à Montpellier, dédiée aux entrepreneurs. Donc vous êtes, sont toutes, on l'a compris, multi-entrepreneurs sur tous les fronts avec vos sociétés investies, actives. Qu'est-ce que c'est les Actifs du PIC ? Les Actifs du PIC, c'est un réseau professionnel. Personnellement, j'ai découvert les réseaux assez tard. Je pense que mon entreprise aurait pu décoller beaucoup plus rapidement. Avec ce type d'association ? Avec ce type d'association, voilà. Donc j'ai découvert ça assez tard. Aujourd'hui, je fais partie de plusieurs réseaux. Par contre, j'habite sur un territoire Nord-Montpellier où il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Donc voilà, quand on a la fibre entrepreneuriale, c'est aussi pour créer des associations. Je voudrais juste rebondir 30 secondes sur quelque chose, ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire tous les chemins qui nous mènent à entreprendre. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est que quand on démarre, il me semble qu'on a envie de regarder à gauche, à droite, savoir ce que font les autres, comment sont arrivés les autres à leur but. Ce qui me semble très important, c'est surtout de rester avec sa propre ligne, sa propre personnalité, ne pas vouloir copier. Voilà, et c'est ce qui fera la différence au final. On a tous une spécificité, une particularité, une personnalité, il faut la garder. Voilà. Et est-ce que vous, alors, vous êtes plus businesswoman ou plutôt mumpreneur, alors ? Parce que dans ce que vous dites, il y a un peu les deux, finalement. Moi, j'ai un projet particulier que mes enfants comprennent très bien et qu'ils aiment beaucoup. C'est vrai qu'en défendant We Are Makers, en développant ces entreprises, je vois bien qu'aujourd'hui, mes enfants se projettent, ça leur parle. C'est pas un projet dédié aux enfants, mais il se trouve que c'est pas comme expliquer qu'on va travailler dans une tour à la Défense pour faire des tableaux sur un ordinateur. C'est vrai que j'ai un métier qui est concret, pragmatique pour eux. Pour autant, je sais pas ce que c'est une businesswoman versus une mumpreneur. Moi, je suis je sais pas. Enfin, j'ai choisi d'entreprendre mon projet, qui est une entreprise. Donc, il y a une part de business et dans laquelle ça me paraît pas incompatible avec le temps que j'ai envie de passer avec mes enfants, tout simplement parce que comme cet entrepreneuriat m'apporte beaucoup d'épanouissement, quand je suis avec eux, je suis épanouie, équilibrée et peut-être un peu plus patiente que quand je sortais avant de mes réunions à 20h et que j'étais encore sur sur ma petite machine à stresser parce que j'ai l'impression d'avoir loupé des choses importantes à la sortie de la réunion, quoi. Donc c'est une autre manière de jongler entre ces deux univers. Et pour vous, Devaki, oui. Mon fils, il est assez grand maintenant et je pense pas que j'aime pas les catégories, en fait. Que ce soit... Choisissez l'identité que vous voulez. Quand on entreprend, on est forcément businesswoman parce qu'il faut mener la barque, comme on dit. Il faut tenir bien à notre vision, parce que derrière, quand on embauche, c'est tout le monde qu'on amène dans cette aventure ensemble. Qu'on a des petits-enfants ou qu'ils sont grandis, le chemin que vous prenez pour entreprendre, c'est la vôtre. Et est-ce que vous vous êtes posé la question des difficultés quand même avant d'entreprendre ? Oui. Ah oui. Sur quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui vous posait question ? La première question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je vais en vivre ? Deuxième question, c'est bien ma petite graine de folie de vouloir me lancer comme ça, mais de l'idée à la réalisation et au déploiement. Le bridger. Quelles sont les petites briques que je me pose pour construire la route? Parce que la route devant moi, elle était tracée. Et maintenant, c'est moi qui va tracer ma petite route au fur et à mesure que j'avance.
même si je sais que je regarde autour de moi, je m'inspire énormément, ça donne de la motivation et surtout aussi pour dire, ok, moi si je m'échoue, comment les autres ils ont rebondi? Et quelles difficultés vous avez rencontrées, vous, Sophie, En démarrant, tout au long des 7 ou 8 années tout au long, jusqu'aujourd'hui des petites périodes de creux, forcément, c'est pas linéaire. Qui sont liées à l'économie aussi Qui sont liées à l'économie. Au départ, on compte tout de suite sur le réseau amical, ça fonctionne bien, etc. Puis toujours pareil, après, comment rebondir, comment faire en sorte de toucher les bonnes personnes, la tranche d'âge, enfin, c'est un parcours qui est assez long de toute façon. Et aujourd'hui, vous travaillez avec particuliers et plus que des particuliers, je crois. Avec des particuliers, des professionnels, des collectivités locales. Voilà, il n'y a pas de temps mort. Comment vous avez développé alors votre activité? Alors, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux. Et aujourd'hui, ça aussi, c'est du travail. Là, par contre, c'est pas Jumper, mais c'est des petites briques avec un référencement naturel pour mon site internet qui fait qu'aujourd'hui, décorateur Montpellier, je suis en première page. Et ça, j'allais dire heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais il faut du temps, il faut des années, il faut le construire, il faut alimenter un site, il faut être tout simplement partout. C'est-à-dire qu'il faut être au travail, il faut être derrière l'ordinateur, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut... derrière un micro de France Bleu pour faire des chroniques tous les mois aussi. Exactement, voilà, ça c'est un plaisir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je travaille seule dans mon entreprise et je n'ai pas l'intention que l'on soit deux parce que ça me semble très difficile. Enfin, je veux dire, c'est un travail qui est très personnel, mais on aurait largement la place pour être 2 ou 3, oui. Alors justement, je crois que pour vous, la plus grande difficulté, Hortense, dans votre vie d'entrepreneur, ça concerne le recrutement. Oui, en gros, c'est surtout les plus grosses erreurs que j'ai fait en fait. Dans un premier temps, je rejoins quand même Devaki sur la question du modèle économique. C'est vrai qu'en créant We Are Makers, on avait fédéré une communauté, on a créé une plateforme en ligne, etc. Mais heureusement, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de capitaux, plein d'assets, plein de méthodes qu'on pouvait mettre au profit des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc assez rapidement, on a compris quel pouvait être notre modèle économique, mais ça a quand même été notre première question. Hyper important. Donc aujourd'hui, on développe vraiment des partenariats B2B avec des entreprises qui sont contentes de travailler. Et le modèle économique, du coup, fait son chemin. Et effectivement, les premières erreurs que j'ai faites, c'est des erreurs de recrutement. Parce que j'ai aujourd'hui une équipe d'une dizaine de personnes et on a effectivement, quand on crée des postes, en fait, on cherche. On ne sait pas très bien exactement la personnalité qui doit être derrière, les compétences. Et on n'est pas forcément RH. Et on n'est pas du tout RH. Et surtout, moi, l'énorme biais que j'ai, c'est que je suis tellement passionnée, tellement engagée dans cette activité qu'au début, je croyais qu'il fallait que je cherche des compétences. J'étais convaincue que moi, je vois l'entreprise que je veux construire comme un puzzle et j'ai envie qu'on soit tous la pièce d'un puzzle qui va nous permettre d'élargir l'image, d'agrandir l'image et donc l'impact de ce qu'on veut construire. Et donc, je pensais qu'il fallait faire des briques de puzzle de compétences. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait sans doute faire des briques de personnalité parce que c'est comme ça qu'on travaille la mise en mouvement. Il faut des qui parlent fort, il faut des qui parlent moins fort, il faut que... Enfin voilà, et c'est ça qui du coup amène plus de richesse et sans doute aussi de performance et de plaisir au travail, plutôt que juste il me faut une brique tech, il me faut une brique machin, il me faut une brique... Et c'est comme ça que, effectivement, je me suis trompée au départ, mais c'est comme ça aussi que j'ai pu apprendre en faisant et donc du coup trouver des réponses, quoi. J'aurais une dernière question à vous poser avant de passer à notre première chronique pour cette émission Business Woman. Si vous nous donniez en un mot, en quelques mots, le secret de vos réussites respectives, ce serait quoi? Un conseil pour ces femmes qui nous regardent? Personnellement, ça serait l'envie, la ténacité. Voilà, l'envie, la ténacité, ne pas baisser les bras et y croire. Il y a forcément des périodes de creux, mais on redémarre, voilà, on se relève. La meilleure chose que vous ayez faite pour contribuer à réussir Mama Spice, Devaki? La résilience. Hortense? Je vous rejoins bien sûr, mais je compléterai du coup en disant que je pense que c'est hyper important de savoir où on veut aller. On a parlé de la vision, on a parlé de pas assez d'ambition, donc mettons le mot aussi, savoir où est-ce qu'on veut aller.
Donc on va passer justement à la chronique dont je vous parlais. Nous allons accueillir sur ce plateau la journaliste Mathilde Degors pour parler finances, levée de fonds. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour mesdames. Bonjour. Ravie d'être avec vous. Bonjour Agathe. Ravie d'être également avec toi. Comment ça va ? Très bien. Alors je me permets de poser la question en direct. Est-ce qui était pour vous contre nature lorsque vous avez monté votre entreprise, des tâches que vous avez dû accomplir qui étaient vraiment insupportables, du style la comptabilité, l'aspect administratif, qui sont des choses qui reviennent souvent quand on parle de monter une entreprise ? Ça vous... Moi, personnellement, rien ne m'a rebutée. J'aime autant la créativité que la comptabilité. D'accord, c'est pratique. Puisque je trouve que de toute façon, on est obligé de regarder ce poste-là quand on a une entreprise, c'est impératif. Sauf si vous employez quelqu'un pour, ça se fait aussi de Tout déléguer. à fait, mais suivre ses chiffres, c'est suivre son entreprise et savoir aussi où l'on va. D'évacuer peut-être quelque chose sur cette question. Pour moi, je suis quelqu'un d'introverti, donc d'aller se vendre, j'ai dû l'apprendre aussi. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de boutique alors. Pas encore, peut-être. J'ai fait le test avec les boutiques éphémères et surtout pour savoir est-ce que c'est quelque chose que je voudrais le faire pour Mama Spice et est-ce que ça a un sens stratégique dans le développement commercial. Et j'ai décidé, pour l'instant, non, ce n'est pas la façon que je voudrais développer. Le chose qui... J'adore parler, discuter avec des gens, présenter le produit, mais l'aspect commercial, c'était quelque chose que c'est primordial et il faut y aller. C'est moins votre domaine, mais vous vous challengez. Exactement. Hortense, une réaction? S'il y avait des choses insurmontables, on ne les aurait pas surmontées, on ne serait pas là. Donc justement, moi j'ai envie de dire, la plus grande difficulté, c'est justement de se dire que même s'il y a des choses qui nous semblent insurmontables, avec un peu d'énergie, un peu de vision et un peu de résilience, on va réussir à les surmonter. Donc c'est plutôt l'état d'esprit, quoi. Et on va peut-être réussir à faire parler Mathilde qui est venue pour sa chronique. Merci pour cette transmission de questions. De quoi est-ce que tu viens nous parler alors? Moi déjà, tout d'abord merci, parce que vous êtes vraiment toutes les trois très inspirantes, mesdames. Mais alors, au risque de vous décevoir, en fait, les hommes sont de meilleurs entrepreneurs. En tout cas, les projets des hommes sont plus porteurs. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Sinon, pourquoi une entreprise dirigée par une femme lèverait moins de fonds qu'une entreprise dirigée par un homme? Ce serait quand même de la science-fiction, non? C'est QFD donc? Eh bien, pas tout à fait. Une chose est sûre, une femme entrepreneur doit convaincre sur 2 tableaux, on en a parlé sur ce plateau, défendre son projet donc et justifier son statut de femme entrepreneur. D'ailleurs, selon une étude menée par des chercheurs américains, 2/3 des questions adressées aux hommes portent sur le potentiel de leur entreprise. Les femmes, elles, sont plus généralement interrogées sur la manière dont elles vont protéger les investisseurs. Comme le suggère l'agence Scully dans X-Files, la vérité est ailleurs. En réalité, les femmes lèvent moins de fonds que les hommes. C'est souvent parce qu'elles se lancent dans des secteurs d'activité qui nécessitent moins de financement pour se développer. De là à dire qu'une femme détermine plus justement ses besoins de trésorerie qu'un homme, il n'y a qu'un pas. En fait, les femmes sont plus rationnelles et cernent mieux leurs besoins que les hommes, aussi bien au moment de la création de leur boîte que lors de la phase de développement. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude menée par Starter et KPMG en mars dernier. Aujourd'hui, avec ou sans levée de fonds, vous le disiez tout à l'heure Hortense, les femmes ne représentent que 30% du tissu entrepreneurial français. Alors n'ayez pas peur, mesdames, entreprenez, j'en perds mon latin, afin que nous allions doucement mais sûrement vers plus de parité. Et puis, prochaine étape dans cette longue marche vers l'égalité, les salaires. Et oui, je ne vous apprends rien, en France, les inégalités sont criantes. Les femmes sont payées 25% de moins que les hommes. D'ailleurs, depuis le mardi 6 novembre, 15h35, nous travaillons bénévolement jusqu'au 31 décembre. Heureuse, Agathe? Heureuse, il n'y a pas d'émission en décembre. Alors, c'est plutôt qu'en 2017, puisque notre année professionnelle prenait fin le 7 novembre à 16h34. Alors avant de conclure bénévolement, mais non moins joyeusement, cette chronique, permettez-moi simplement de citer Marilyn Monroe. Les femmes qui demandent juste à être les égales des hommes manquent d'ambition. À bon entendeur, mesdames. Merci beaucoup Mathilde. Merci à vous pour vos mots et votre inspiration. Et puis Agathe, je te laisse conclure bénévolement cette émission. Bénévolement aussi également. On se retrouve en janvier pour la prochaine chronique. En janvier. Merci Belle fin d'année. Mathilde. Au revoir à tous. Au revoir. Alors, est-ce que vous auriez une réaction sur cette chronique très drôle et avec beaucoup de fond?
Voilà, il faut regarder les chiffres et se poser la question de savoir comment on va les endiguer. Je pense qu'effectivement, si on veut aller vers une plus d'égalité, il ne faut surtout pas que nous, les femmes, nous soyons porteurs des préjugés qui sont existants dans notre société. Voilà, pour moi, c'est ma réaction, quoi. En tout cas, nous, on ne manque pas d'ambition. Hein, quand même, quant à l'égalité, on n'est même plus dans l'égalité. 5 femmes sur ce plateau, très peu d'hommes. Oui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du mot ambition. L'employer le mot ambition et de vouloir aller décrocher la lune, et il ne faut pas avoir peur. Alors justement, d'ici 5 à 10 ans, quelles sont vos ambitions d'Evaki pour Mama Spice? Mama Spice partout dans le monde et les lunchbox à Paris aussi. Ah, enfin! Et on pourra à la sortie de Businesswoman manger nos lunchbox et ensuite vous les rendre pour penser aussi à l'écologie. Ah, j'amène tout le monde. On embarque tout le monde dans la C'est démarche. super. Et pour vous, Sophie, d'ici 10 ans? Je pense que je serai peut-être en fin de carrière, même si je n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, je penserai à autre chose à ce moment-là, je pense. Mais toujours avec un côté manuel, j'imagine. Toujours avec un personnel. côté manuel, toujours entouré de belles choses. Voilà, parce que j'ai besoin de beau. Et pour vous, Hortense? D'ici 5 à 10 ans, je pense qu'on commencera à mesurer l'impact qu'on peut construire sur effectivement l'environnement. Pourquoi faire des choses, réparer des choses, personnaliser des choses et des objets. Pourquoi et comment, en termes de chiffres, ça peut effectivement transformer le modèle économique environnemental aujourd'hui. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, ce qui pourrait nous faire vraiment progresser, c'est de commencer à mesurer cet impact pour s'appuyer aussi sur un changement d'échelle, en fait. Donc ce qu'on retrouve vraiment dans vos 3 projets, hein, et qui est de plus en plus dans l'air du temps, c'est de faire quelque chose qui a du sens et qui remet l'humain aussi au centre. Et justement, merci à toutes les 3 d'être venues sur ce plateau pour cette émission. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 45 minutes de bonheur. D'ailleurs, si vous avez manqué une partie de l'émission, eh bien, vous pouvez la voir ou la revoir sur ellesentreprennent.fr, wedobiz.com et bien sûr demain.fr. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est